Alors, maintenant pour la deuxième question, qui est comment favoriser l'accès des jeunes, 2 question, comment favoriser l'accès des jeunes autochtones à des services pertinents en matière d'enrichissement des compétences et d'employabilité? Alors, j'inviterai le deuxième panel à mettre leur caméra qu'on voit tout le monde. Bonjour, donc on a Audrey Pinsonneau et Stéphanie Dumas-Lafontaine qui vont parler du recoupement du centre d'amitié, de leur travail, de la recherche de documentation qu'ils ont menée autour de leur programme d'enrichissement et compétences. Et est-ce qu'on a les autres personnes du panel? Ah, ok, super. Alors, Sophie Matters, consultante en formation conseil d'emploi, Marco Cloutier du Centre d'amitié de Val-d'Or et il nous manque Sean Logboat et Alexa Maxwell du OFCIC. Donc, on vous présentera prochainement, mais voici le beau panel qu'on a pour vous pour discuter de cette deuxième question. Je vais commencer avec Audrey Pinsonneau et Stéphanie Fontaine qui vont parler de leur programme. Alors, Audrey est une Québécoise engagée, solidaire et alliée qui, depuis 2018, est coordonnatrice en recherche et amélioration continue au regroupement des centres d'amitié. Et elle est notamment responsable des questions liées à l'éthique et au renforcement des capacités en recherche. Stéphanie Dumas-Lafontaine, vous l'avez rencontrée tantôt, mais elle est jeune Innu originaire de cette île et conseillère en emploi au regroupement. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Natacha. Donc, je vais commencer en premier, puis je vais ensuite céder la parole à ma collègue Stéphanie. On présente les résultats d'une recherche collaborative là, qui a été faite en 2019 par le regroupement des centres d'amitié autochtones en collaboration avec des centres d'amitié qui ont participé, avec des professionnels de recherche, là, autant pour l'analyse quantitative, puis la collecte de données qualitatives aussi. Puis on a travaillé de très près avec une chercheure de l'Université Concordia qui est Natacha. Là. Donc, on a travaillé tous ensemble. Dans le fond, le point de départ pour cette recherche-là, c'était que ça faisait plus de 10 ans déjà qu'il y avait des services vers l'emploi qui étaient développés, qui se consolidaient dans les centres d'amitié autochtone. On n'avait jamais pris le temps ni de prendre le temps de s'arrêter pour vraiment regarder quelle est la nature de ces services-là puis quelle est leur portée. Donc, c'est ce qu'on a fait en 2019. Les résultats que je vais vous présenter vont être publiés là, prochainement dans les prochains mois. Là, ils vont être sur la page web du regroupement avec les autres publications de recherche et aussi. Mais ben bon, donc c'est des résultats un petit peu préliminaires que je vous offre encore. Et bon, ils reposent sur une analyse à la fois de données quantitatives et qualitatives. Au niveau quantitatif, là, je parle vite pour les traducteurs, je m'excuse, je continue plus lentement. Au niveau quantitatif, le regroupement des centres d'amitié avait déjà mené en 2017 une enquête où on avait vraiment distribué un questionnaire à plus de 1700 Autochtones dans 13 villes différentes du Québec. Donc, c'était vraiment comme une grosse base de données là, qui amène plein d'informations intéressantes sur les Autochtones en milieu urbain. D'ailleurs, les résultats de cette enquête-là ont déjà été publiés. Mais nous, on s'est demandé, bien là, à peu près le tiers des répondants, donc à peu près 500 répondants étaient sans emploi dans ceux qui avaient répondu au questionnaire. Donc, on s'est demandé, on a fait une analyse comparative un petit peu plus approfondie entre les Autochtones qui sont en ville, qui sont sans emploi, et les Autochtones qui sont en ville et qui sont en emploi. Là, je dis autochtones, mais c'est tous des membres des Premières Nations ou des Inuits là, qui ont répondu au questionnaire. Donc, à notre surprise, mais sans grande surprise, en fait, là, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des différences très importantes entre les personnes qui sont en emploi et les personnes juste sur le plan quantitatif statistique. Là. Par exemple, là, les gens qui n'avaient pas d'emploi, 73 n'ont pas de diplôme d'études secondaires. Pour les personnes en emploi, c'était juste 28 qui n'avaient pas de diplôme de niveau secondaire. Donc ça, et quand on s'est mis à regarder tout plein de facteurs qui peuvent être des obstacles à l'emploi, en fait, le plus grand constat, là, je vais vous sauter les détails, a été que non seulement, c'est pas juste de ne pas avoir de diplôme, on a regardé beaucoup quels sont des facteurs qui peuvent être
vraiment des défis majeurs qu'on peut rencontrer dans notre vie et qui peuvent constituer des obstacles à l'emploi. Donc, on a regardé, est-ce que les gens ont été déjà victimes d'un acte criminel? Est-ce que les gens ont un diplôme d'études secondaires? Est-ce qu'ils ont des enjeux ou déjà eu là, des problèmes de dépendance, drogue, alcool, jeu, des antécédents judiciaires, puis également la pauvreté extrême, là, qui peut être soit l'itinérance ou des choses similaires. Et en fait, le constat le plus important a été que pour les Autochtones sans emploi parmi nos 500 répondants, 60 cumulaient 3 de ces défis majeurs-là ou plus dans leur même historique de vie. Tandis que pour ceux qui sont en emploi, ben, il y en avait juste 28 qui avaient 3 défis majeurs ou plus là, dans leur historique de vie. Donc, on voit vraiment que ce n'est pas juste d'avoir un facteur ou un autre facteur, mais c'est vraiment le cumul d'obstacles, de défis majeurs dans la vie qui est en lien, là, qui n'est pas nécessairement qui explique, là, mais qui est en lien avec le fait de ne pas être en emploi. Donc, ça va dans le sens de ce que les autres panélistes ont dit plus tôt. Nous, dans le fond, je vais vous sauter les détails là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour présenter aujourd'hui, mais ensuite, on s'est rendu sur le terrain là, dans 2 centres d'amitié particulièrement, au centre d'amitié de Val-d'Or puis au centre d'amitié de La Tuque, qui sont les 2 centres d'amitié où il y a le plus long historique là, de service vers l'emploi. Et puis, en regardant, entre autres, les fiches d'inscription de plusieurs participants pendant quelques années, en rencontrant aussi des anciens participants. Il y a plus de 27 anciens participants là, dans les 2 centres d'amitié qu'on a rencontrés. Donc, des gens qui avaient fait les parcours vers l'employabilité à leur centre d'amitié l'année dernière ou il y a 10 ans, là, donc tout entre. Puis, ben, là, tout nous mène à constater, là, puis confirme que ce sont tous, bien, la majorité, premièrement, sont des jeunes. Il y a un petit peu plus de femmes, des gens avec des enfants. Donc, mais ils ont tous un bagage assez complexe. Donc, c'est vraiment le constat là, qu'on a fait. Je vous montre rapidement. Donc voilà, moi, je ne vais pas le nommer un par un, mais je vous montre là, quels étaient les constats là, chez les anciens participants. Donc, on voit que quand les participants arrivent dans les services d'un centre d'amitié, ils cumulent beaucoup de défis et ils ont des trajectoires de vie complexes. Tout ça étant une trame de fond, donc leur trajectoire personnelle, mais tout ça s'additionne aussi au racisme, à l'expérience de racisme, de discrimination qu'ils vivent, soit dans les services publics, dans la société en général, qu'ils ont vécu à l'école. Donc, et ça, tous les participants autochtones, tous les jeunes autochtones, ils sont confrontés aussi. Donc, ça l'amène une assez grande complexité là, des réalités. Je tiens à souligner là, au passage que la plupart des jeunes aussi, ils n'avaient pas de diplôme des niveaux secondaires, mais non seulement ils n'avaient pas le diplôme de secondaire 5, là, mais la plupart, ils avaient un niveau à peu près de secondaire 1 ou 2 au moment d'arriver dans les services là, en emploi une fois adultes. Plusieurs sont parents, là, plus de la moitié étaient parents d'au moins un enfant. Puis il y en a qui ont des enjeux, là, ils arrivent, ils n'ont pas de carte d'assurance maladie, pas de permis de conduire. Là, c'est des choses très fréquentes. Là. Donc, je termine rapidement avec, c'est sûr qu'on on s'est rendu compte, on a eu comme une grande réflexion parce qu'on se rend compte que les trajectoires sont tellement complexes. Évidemment, on se rend compte que des fois, pas tout de suite après le parcours en emploi dans le centre d'amitié, mais quelques mois après ou quelques années après, la plupart ont fait des retours aux études, là, plus de la moitié des anciens participants qu'on a rencontrés, et se trouve aussi un emploi. Là. Mais à la fin du parcours, on n'avait pas toujours des bonnes statistiques de succès là, en insertion en emploi ou retour aux études, qui sont d'habitude les seuls indicateurs de réussite qui sont observés là, par les bailleurs de fonds, par exemple, dans des services en employabilité. On a fait toute une réflexion. En plus des anciens participants, on a rencontré aussi une vingtaine d'intervenants dans 10 centres d'amitié différents qui travaillent spécifiquement en employabilité ou enrichissement des compétences. On s'est rendu compte que parmi les impacts là, que ces genres de services-là peuvent avoir dans la vie des jeunes participants
qui les rapproche du marché du travail d'une manière ou d'une autre. Il y avait, par exemple, des gens qui ont commencé une thérapie à la suite de leur parcours ou des démarches de guérison, des gens qui ont mis fin à une violence, à une relation de violence conjugale, des gens qui ont régularisé leur situation par rapport à les enjeux liés à la justice, des gens qui se trouvent un logement, qui n'avaient pas de logement avant, des gens qui commencent ou font un suivi, à faire un suivi médical pour des problématiques de santé physique ou mentale, des gens qui arrêtent ou qui diminuent de consommer de la drogue, de l'alcool ou la prostitution. Donc, voilà, je vous laisse avec tout ça. Je vous laisse, tout ça ne se fait pas par magie, là. Il y a une approche là, qui vient avec ça. Donc, je passe la parole à ma collègue Stéphanie, qui va vous parler de quelle est l'approche spécifique là, dans les centres d'amitié. Donc, rebonjour. Donc, c'est comme ma collègue m'a bien introduit, moi, je vais vraiment vous parler un peu de ce qu'on a pu constater sur le terrain, puis peut-être mettre des mots, mettre des mots sur ce que les centres font déjà en matière de services en employabilité, d'enrichissement des compétences, mais vraiment venir peut-être stabiliser l'approche, justement. Fait que nous, dans le fond, ce qu'on a pu constater sur le terrain, c'est qu'il y a 5 piliers principaux, là, vraiment, là, que tous les centres font en matière de services en employabilité. Fait que nous, les centres sont vraiment dans une approche de mieux-être global. Donc, on est vraiment dans un accompagnement de la personne vers un mieux-être global. On tient compte à ce moment-là de les différentes dimensions de la vie d'une personne, qu'elle soit physique, mentale, affective, spirituelle, puis de l'interconnexion entre ces dimensions-là. On prend en compte aussi la famille, la communauté, l'environnement qui entoure la personne, vraiment toujours dans une approche globale. On ne prend jamais, les intervenants ne diminuent jamais la trajectoire ou les défis que la personne a comme bagage. Donc, vraiment, dans une perspective de mieux-être global toujours. Il y a aussi, c'est ce qui est vraiment revenu, ce qui est très important dans les services des centres, c'est vraiment le respect du rythme de la personne. Fait qu'on est vraiment dans une approche qui est souple, flexible, on s'adapte, on va vraiment jamais brusquer les choses, on ne va pas au-devant de ce que les personnes ne sont pas prêtes nécessairement à passer à l'étape suivante. On respecte vraiment le rythme de la personne. C'est sûr que les intervenants veulent sortir les gens de leur zone de confort aussi, là, mais on respecte toujours le rythme de la personne. C'est vraiment un aspect très, très important. Les services aussi en employabilité sont vraiment intégrés dans le continuum de service des centres. Donc, les centres d'amitié, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un carrefour de services urbains de première ligne. C'est vraiment un milieu de vie communautaire. C'est un point d'ancrage culturel pour des Autochtones dans les villes. Donc, les services en employabilité ne sont pas quelque chose d'à part, sont vraiment intégrés dans le continuum de services qui peut être là pour soutenir la famille, pas juste l'individu qui vient chercher des services en employabilité. On a aussi pu remarquer qu'il y avait plusieurs modes d'intervention dans les services en employabilité. Ce qui est ressorti, ce qu'on a pu faire ressortir, c'est 4 volets principaux. Donc, il y a le volet de groupe. Tout ce qui est intervention de groupe, ça favorise également, ça favorise vraiment l'entraide, la solidarité entre les participants. Ça permet de les sortir aussi d'isolement social. Ça permet aux jeunes de créer des liens durables avec les autres participants. Puis de persévérer, compléter le parcours. Ça amène une espèce d'esprit de groupe, en fait, qui est très important. Le volet individuel aussi est super important parce que ça permet aux jeunes d'avoir une démarche personnalisée qui est vraiment en parallèle du volet de groupe. Donc, qui est vraiment plus adapté aux spécificités et aux complexités des défis de chacun. Donc, ça aussi, c'est vraiment important. Puis, on a pu aussi remarquer le volet expérientiel. On veut que les jeunes essayent des choses, sortent de leur zone de confort. On est vraiment en mode peut-être définir ce qui t'intéresse, trouver c'est quoi qui t'allume, c'est quoi qui te fait en sorte que tu te mobilises, que tu trouves une passion, que tu t'engages dans ta démarche. Donc, vraiment, on est vraiment dans l'expérientiel ici.
Le volet relationnel aussi, les liens entre l'intervenant et les participants est hyper important, le lien de confiance qu'ils développent, mais aussi avec les autres participants là, des services. Donc, c'est les 4 volets qu'on a dénotés. Puis, bien sûr, je dirais le 5e pilier de l'approche et le plus important, c'est toute la transversalité de la culture. Donc, à développer une fierté identitaire forte, c'est vraiment la base de chaque individu, je crois, dans une perspective de mieux-être global, bien sûr. Donc, la culture est présente, est omniprésente dans les programmes et les services. Ma collègue a parlé tout à l'heure un peu de la portée des services. Je ne veux pas trop repasser longtemps parce que je sais qu'on a sûrement dépassé notre temps, mais comme elle a mentionné tout à l'heure, la portée des services est grande, mais pas toujours immédiate. On peut remarquer là, après un passage dans les parcours en employabilité, les gens peuvent retourner à l'école, ce qui arrive souvent. Le retour aux études, c'est souvent très fréquent. Mais il y a aussi tout le cheminement personnel et de guérison qui vient avec ça, d'amélioration des saines habitudes de vie, une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi, une meilleure connaissance de ses forces, de ses intérêts, de ce qu'on veut comme objectif à court, moyen, long terme. Développer vraiment un réseau social et du sport, puis vraiment une meilleure façon aussi une meilleure autonomie pour aller chercher des services ou de l'aide par la suite. Donc, c'est ce qu'on dirait un peu pour la portée des services. Puis ça peut évidemment mener vers un emploi là, pour la plupart. Donc, je finirai comme ça. Merci beaucoup. Merci Audrey et Stéphanie. On pourra en entendre parler plus. Puis je pense qu'à la fin, là, le dernier présentateur, Marco Cloutier, nous donnera un petit peu la perception d'un intervenant. Je passerai maintenant la parole à Sean Longboat and Alexa Maxwell. I'm really delighted that you're able to join us from another province and perspective from the Ontario Federation of Indigenous Friendship Centers. So Sean Longboat is the Program Director at the OFCIC. Sean is Cayuga from Six Nations of the Grand River Territory and a resident of Hamilton. Alexa Maxwell is a Program Manager at OFIC and the lead of the Urban Indigenous Homeward Bound Program. Alexa is Ojibwe Cree, originally from Sioux Lookout, Ontario, a member of Sajigo Lake First Nation in Treaty Number 9 territory, and currently resides in Hamilton, Ontario. Thank you, welcome, and I will pass you the mic. Hi, good morning. Thank you, Natasha. Hello, everyone. Thank you for having us as guests from Ontario. We're happy to be here. So as Natasha said, my name is Sean Longboat. I'm the Program Director at the Ontario Federation of Indigenous Friendship Centers. And I'm joined today by Alexa Maxwell, who's the Program Manager responsible for the program that we're here to talk to you about, which is Urban Indigenous Homeward Bound. But before we get into the program, we wanted to provide a little bit of an overview of the work that we do at the Ontario Federation of Indigenous Friendship Centers. So you see there our office located in downtown Toronto. We're right on Front Street. OFIFC was founded in 1971. We work to support, advocate for, and build capacity of 29 member friendship centers in Ontario. So our members are located in all geographic regions of Ontario and most of the major cities and towns in Ontario where there are Indigenous populations. So in Ontario, we use a culture-based continuum of care model to serve Indigenous individuals at each stage of the life cycle, from preconception to early childhood and into the elderly years. And within that continuum model, we do a lot of work within employment, education, and training. In fact, we're the largest Indigenous skills employment and training strategy agreement holder in the country for off-reserve Indigenous people.
So in Ontario, more than 85% of Indigenous people live in urban communities. The UFIFC is the largest urban Indigenous service delivery network in Ontario. Of that 85%, a large segment is youth. And so friendship centers are really idea incubators for young people attaining their education and employment goals. Urban Indigenous Homeward Bound is a 4-year program model that aims to address the systemic barriers that sole parenting Indigenous women face when trying to find a meaningful employment, enhance well-being and prosperity for themselves and their children. The program provides a number of key supports from housing, access to culture, childcare, education, and life skills. Additionally, the program provides transportation supports, case coordination, health access, and mental health supports. And of course, all of those supports are provided within the Friendship Center, which offers a diverse set of programs and supports that can support the needs of the women that are accessing the program. Currently, the program is underway in 7 Friendship Center communities across Ontario, and we expect that the program will be growing. A number of Friendship Centers have expressed interest in beginning to develop the program in their communities as well. And right now, we're really pooling resources across multiple funding agencies, but we have received federal, provincial, and local level support. So the program has gained a great deal of traction provincially and beyond just government funding support. We've also attracted support from a number of local partners, from colleges and universities to industry councils, other mainstream service providers. And so there has been a great deal of buy-in across federal, provincial, and municipal jurisdictions. So we do expect to see some growth over the next couple of years as we move forward. So at present, across the province, approximately 96 women are currently enrolled in Urban Indigenous Homeward Bound. And 200 children and dependents also receive wraparound supports and services through the program. You will hear that a key component of the program is in childcare. And so we have a number of best practices where childcare has been built into the model, and in some communities is actually provided on site where the women and children live. And so the program is really centered on Indigenous women's long-term social and economic prosperity in all of the program activities that are contained within the model. So now I'll turn it over to Alexa to talk about the UIHB continuum. Thanks, Sean. So the Homeward Bound model is actually something based out of Toronto at the Wood Green Community Housing Services, where they had developed this model to support single mothers in connecting with employment and education supports, as well as housing to ensure long-term success. So 6 friendship centers came forward a number of years ago and wanted to adopt this model for an urban Indigenous context. So those 6 friendship centers worked on creating a framework, which is pictured in the slide, which advises the development from visioning all the way to program implementation up to evaluation. So this begins in the center of the wheel. You'll see in the orange, it says cultural supports, and it works around from clockwise from the east around south, north, west, north, throughout the different processes. So, and you can see in the next circle, we work with visioning towards implementation, and then we go outwards. So we have housing supports, and then in the green, there's all of the different stages of program implementation, from intake up to where there's job placement and mentorship supports put in place.
And then on the outside rim, you see that there also is cultural supports, indicating that, that the cultural supports are the foundation and found throughout all stages of the program development and implementation. So this is used by all Friendship Centers throughout the process of designing and developing and implementing program at all stages. And it relies on having the relationships that Sean mentioned, so the context of partnerships that are local and regional, so that each stage is well supported for the participants joining the program. To break down the phases a little more, so that green circle in the model, all participants are assessed before joining the program. Friendship Centers make a determination whether someone is prepared, as there's lots of Friendship Center programs that can support someone to become prepared for urban Indigenous homeward bound. They may recommend that there's some stabilizing supports put in place for mental health or exiting domestically violent relationships, or just stabilizing generally before accessing any of the employment education supports. So most people join in phase 1, which is focused on academic upgrading, so and life skills curriculum. This is where people may finish their high school diplomas or GEDs, or get the credits they might need to enter the program of their choice. And also they have access to a life skills curriculum that was developed with the Friendship Centers who deliver urban Indigenous homeward bound. So this gives people the supports about some of the things that have been talked about throughout this morning about how to present yourself in formal education and employment environments, preparing your resumes, just even some career advice, basic hygiene, dressing, all of those things. And also some parenting pieces put in place because all participants do have dependents as a requirement of the program. The next phase is phase 2, where they are connected with the college certificate program of their choice. So this is where some participants may actually skip right into phase 2 if they have enough stability and don't require that first year of transition in order to enter into a program. And some may choose different programs. It's recommended for a college certificate because of the timeline with this being a 4-year program, but some people have ambitions beyond that and may choose a longer program. It's up to the Friendship Centers and the individual to make that determination together. So through this, they're connected with the college program, and they sometimes their tuition is supplemented through that partnership with the school, or they have access to funds and finances to help them with tuition and books, all of those, sort of transportation to school through our employment programs that are in the centers that have urban Indigenous homeward bound. The next phase, so the 3rd year of the program, is internships. So as they finish their college certificate, it's about connecting them with the real work experience that'll help boost their resume for the job seeking piece of the program, which is hopefully completed by the end in stage 4, so job placement. So the goal is by the end of the 4 years is to have all the women in place with positions of employment that will be stabilizing beyond the participation of the program. And the other goal is to have safe and secure affordable housing transition supports beyond the program. So for the duration of all 4 phases, women are hosted in transitional housing units. And this varies based on the Friendship Center. Some have dedicated housing units that they host. Some are relying on scattered site models where they're paying for rent in different buildings across the location where the women live. So that's all pieces that change over development as we create partnerships with our housing developers in Ontario and locally as well with municipalities. So some early program impacts. The program right now is in, I think it's 4th year of implementation at the oldest site. So each Friendship Center is in different phases of implementation based on when they join the project and we're ready to start bringing women into the program. We've done one early process evaluation to determine how the model had to be adapted from the mainstream model that Wood Green uses in Toronto. And so we have seen some early impacts about how this has improved the quality of life and long-term potential for the participants and their dependents. So the model is proven to be really successful in that it's adaptive to the local needs. So throughout, you could tell how the phases were really adaptive to based on what the needs are of the mothers and their children. So in that, it created better conditions for success, and that they can sort of dictate and self-direct what they need out of the experience.
It also created a better model where they could select their chosen course of education. So for the Wood Green model, they were focused on 3 different streams, which were either banking technology or sort of administrative business supports. And in the Urban Indigenous Homeward Bound program, we found one of the major successes were that women could choose based on what their motivators were, and we found early indicators that urban Indigenous mothers were more connected to employment paths that connected to their past. So a lot of the participants wanted to work in social community services to give back in the way that they had received supports. A lot of the women had backgrounds that were described in Audrey and Stephanie's presentation, really complex, very unstable. And so they wanted to give back to those types of services, whether they were justice or even employment and education services. So a lot of the women were accessing future careers in those areas. So the program also had big success in supporting the family as a unit and resulting in intergenerational impacts beyond what was experienced directly by the mothers in the program. So dependents were immediately benefiting from the participation and the extended wraparound supports. Having the programs co-located within the Friendship Center was really helpful in connecting youth with the peer counseling, cultural supports, recreational supports that help improve their self-confidence, their academic performance, and their behavioral improvements. We also had a couple other findings that the model being in Friendship Centers created helpful environments for children, like childcare. I forgot to mention early on that childcare is also provided for the participants. And so those models as well have proven success. So overall, we're doing some more research into this, and hopefully those findings will be available in early 2022 and we can share those out. But for now, on our website, you can find a link to our initial evaluation where you can learn more about the impacts and how they've supported individuals through this program to date. Thank you so much, Alexa and Shauna. And I feel that we could have given you a lot more time, and there's a lot more to hear about, but I see that there's some great material and documentation links that you can look at, and we would encourage you to be in contact with Alexa Maxwell and Sean Longboat to learn more about the program. I've read about it myself over the years, and it's really amazing. And your material is super visual and very captivating. So I'd like to pass, maintenant je passerai la parole à Sophie Mater, qui est collaboratrice avec les organisations autochtones depuis plus de 10 ans. Elle a débuté sa carrière à Inukjuak et depuis a eu la chance de former des conseillers et conseillères en emploi autochtones au Québec et au Canada. Sophie, passionnée par son travail, et valorise l'importance d'un développement de carrière significatif, culturellement sécurisant et enrichissant pour vous. Alors, merci de partager certains des outils que tu as développés en partenariat. Oui, Wachia, Oulakut, bonjour tout le monde. J'aimerais premièrement remercier les organisateurs et organisatrices de m'avoir invité. Merci beaucoup. Donc moi, aujourd'hui, ce dont je voudrais vraiment vous parler, c'est comment on peut revoir les services d'emploi, d'employabilité ou de développement de carrière, selon les termes que vous utilisez. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser le terme développement de carrière, que je trouve qui est plus global et qui recouvre plusieurs facettes du processus. Donc, je travaille avec différentes nations, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu plus de mon expérience avec la nation Cri sur le territoire Iuchi, près de la baie James. Avec les conseillers en emploi Cri, on a rapidement entamé un processus de discussion. Dans le fond, quand je les ai rencontrés la première fois, les besoins qu'ils m'ont nommés, c'était beaucoup les gens, les jeunes surtout, ne comprennent pas c'est quoi qu'on fait. Aussi, au sein de l'organisation, leur rôle était en train de changer. Donc, au début, c'était vraiment des personnes, leur titre était Employment Officer. Puis là, on a transformé ça pour Employment Counselor. Donc, avant, il était vraiment des agents qui aidaient les gens à appliquer sur le chômage et qui allaient être référés sur des programmes. Puis là, avec la vision de la directrice de Apatissou Skill Development, Louisa Saganache, qui voulait vraiment augmenter la visibilité des services, offrir un soutien plus à long terme à la population du territoire pour qu'ils puissent prendre le temps de trouver c'est quoi qu'ils veulent faire de leur carrière et pas juste qu'on fasse des CV, qu'on les réfère à des programmes, qu'on les réfère à des emplois.
Donc, de là vient le projet. Automatiquement, on s'est mis à partir un programme de formation parce que les conseillers, ils voulaient plus de formation en counseling. Donc, avec la Fondation canadienne pour le développement de carrière et l'UQAT, on a parti un micro-programme qui est maintenant un certificat pour les Autochtones, pour les conseillers en emploi et en développement de carrière autochtones seulement. Selon mes recherches, c'est le seul programme de la sorte qui existe au Canada. Petite parenthèse, puis je vais vous revenir là-dessus un peu plus vers la fin. Mais bon, donc on a parti ça, puis là, on leur présentait les théories de développement de carrière non autochtones. Puis là, on pouvait voir, ah oui, ça leur parle plus, ça leur parle moins. Puis, ça revenait tout le temps dans les conversations, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on fait. Ils ne comprennent pas c'est quoi le développement de carrière. Ils ne veulent pas s'asseoir dans mon bureau, puis que je ferme la porte, puis que je leur pose des questions. Donc, on s'est mis à faire des brainstorms, puis on a travaillé ensemble là-dessus. On a aussi consulté les Youth Chiefs et le Deputy Youth Chief de la Nation CRI, qui nous ont donné plein de conseils, comme comment aller rejoindre les jeunes, comment les attirer plus dans nos bureaux et tout ça. Puis ce qui est ressorti beaucoup dans cette conversation-là, c'était que les jeunes ils ressentent énormément d'anxiété face à tout le processus, face au processus de développement de carrière. Juste faire un CV, ils sentent comme « qu'est-ce que je vais dire ?» Puis les termes qu'ils ont utilisés, c'est « what am I up against ?» Qu'est-ce qui est de l'autre côté de ce CV-là? Qui sont les autres qui appliquent? Beaucoup d'anxiété de performance, dans le fond. Puis aussi, beaucoup de jeunes qui sont placés en emploi vont dire qu'ils ne ressentent pas vraiment qu'ils ont du support de leur employeur, l'employeur s'attend à ce qu'ils savent tout faire, puis qu'ils donnent très peu de formation. Donc là, on a un problème il y a beaucoup de gens qui quittent l'emploi rapidement, ils ne restent pas en emploi à long terme. Donc, il y a un manque de support de l'employeur. Fait que là, on se disait, bon, les conseillers en emploi, vous devez les accompagner à travers ça. Ils ont besoin de beaucoup de patience, beaucoup de confiance, d'être rassurés avec tout le processus. Puis ensuite, nous, c'est important qu'on travaille étroitement avec les employeurs. Donc, c'est vraiment une approche là, dans tout le sens. Puis là aussi, on inclut la famille, les membres proches du client dans tout le processus. Là, je reviens à, mais c'est quoi le processus? C'est toujours la question qui nous revient. Donc, on a décidé de faire des affiches pour les bureaux des conseillers en emploi pour qu'ils puissent expliquer dans leurs propres mots c'est quoi un processus de développement de carrière, puis en même temps les rassurer sur le fait que c'est normal que ça ne prenne pas 2 heures, c'est normal que ça ne prenne pas 1 semaine, c'est normal que des fois ça arrête puis que ça repart. C'est comme ça pour tout le monde, puis c'est comme ça. C'est très, très normal. Donc, je vais vous montrer les affiches qu'on a créées. Ce ne sera pas très long. Donc, elles sont en anglais et en CRI. Donc, à gauche, on a un modèle typique de développement de carrière qui est dans le cercle. Identification du besoin d'employabilité. Donc, qu'est-ce qui est leur besoin en ce moment? Est-ce que c'est quelqu'un qui est prêt à l'emploi qui a juste besoin d'un CV? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'il veut faire? Est-ce que c'est quelqu'un avec un problème de toxicomanie? Donc, peut-être pas tout de suite prêt à intégrer le marché du travail. Il faut prendre ça plus relax. C'est peut-être besoin d'être référé avant tout ça. Première étape. Deuxième étape, clarification du besoin. On va aller valider avec eux à travers des entrevues. C'est souvent là que le processus est plus long parce que le client arrive souvent en disant « je veux un job, j'ai besoin d'argent ». Donc, on va aller clarifier c'est quoi qui est en tout ça à travers des techniques de counseling, d'employabilité de carrière. Ensuite, on passe au développement du plan d'action, implémentation et suivi. Puis tout ça, au centre, on retrouve évidemment l'espoir, parce que c'est ça qu'on constate souvent. Ils se sentent découragés, ils ne sentent pas qu'ils ont leur place sur le marché du travail, ils ne se voient pas en poste. Donc, ça, c'est quelque chose qui repose surtout sur le conseiller en emploi ou la conseillère de vraiment ramener ça souvent là, sur le devant. Des phrases comme « je crois en toi », lâche pas, je suis là pour toi.
Puis aussi, on encourage beaucoup le partage de leurs histoires personnelles. Tous les conseillers en emploi avec qui je travaille sont créés eux-mêmes, donc ils offrent tous les services en crise, ce qui est vraiment un avantage. Donc là, ben, ils vont vraiment aller partager des histoires qu'eux ont vécues comme intervenants et tout ça, donc ça peut aider le processus. Puis bon, là ensuite, surtout ce qui est intéressant de cette affiche-là, ce que les conseillers aiment beaucoup, c'est l'histoire avec c'est la métaphore avec le canot dans le fond. Donc le processus de développement de carrière, ils vont l'expliquer un peu comme ça, là, je vous le dis dans nos mots, eux ils disent en cri, mais donc le client ou la cliente est à l'arrière du canot, toujours, car c'est elle ou lui qui décide dans quelle direction il va. Le conseiller est en avant pour prévenir des dangers, il y a des roches, attention, il y a un peu moins d'eau ici si tu vas là. On fait la métaphore avec. Attention, si tu ne te prépares pas pour ton entrevue, ça se peut que ça aille pas bien, ça se peut que ça ralentisse ton processus, ton voyage. Les deux personnes à bord ont un sac à dos qui représente le bagage personnel de chaque personne, du conseiller. Le conseiller a son bagage, le client son bagage. Les rames représentent, les pagaies représentent les outils. Le conseiller a ses outils, le client a ses outils. Les poissons sont les ressources. Tout le long du processus, il y a des ressources qui peuvent l'aider. Sa tante qui peut lui donner un livre pour aller à son entrevue. Une personne autochtone qui va être présente lors de l'entrevue. Des choses comme ça. Il y a toutes sortes de ressources qu'on peut aider, qui vont aider à passer à travers le processus. Les roches représentent les défis. La côte est un lieu où on peut aller se reposer si on a besoin d'une pause, décanter. C'est très correct, c'est permis, ça n'a pas besoin d'arriver super rapidement. Puis en arrière ici, on voit le tipi qui représente la Working Alliance, donc la relation de confiance, qui est une autre affiche qu'on a eu comme demande des conseillers parce que souvent ils ressentaient que tout était mis sur leurs épaules, qu'ils devaient tout faire, les clients pouvaient être assez exigeants. Fais mon CV, tu sais. Donc, on a mis ça pour vraiment montrer la responsabilité de chaque personne dans la relation. Puis aussi renforcer le fait que c'est confidentiel, c'est un lieu où les deux, on s'engage. C'est un peu un contrat on s'engage sur nos buts qu'on va travailler ensemble. On s'entend sur les tâches qu'on va faire ensemble. On va créer, établir un lien de confiance et d'authenticité entre nous deux. Le client a ses besoins, il a besoin de guidance, de l'expérience. Et le conseiller en emploi, lui, a ses compétences, il est responsable de créer et de maintenir la relation de confiance, supporte, informe avec les informations du marché du travail. Donc, on a mis des chiffres, là, ça c'était vraiment important pour eux. Donc, le conseiller en emploi, c'est 25% environ et 65% c'est le client, puis il y a 10% de techniques et d'outils. Donc, je voulais juste vous montrer cet outil parce que ça permet ensuite aux clients de comprendre mieux dans quoi ils s'embarquent, de comprendre que c'est normal que des fois, le processus ralentisse et qu'ils ne sont pas échoués s'ils ont décidé de prendre une pause. Parce que, tu sais, oui, des fois, on parle d'emploi, les gens veulent des emplois rapidement, mais des fois, ils veulent, tu sais, souvent, ce qu'ils veulent, c'est trouver leur place dans la communauté, contribuer au développement de leur nation, contribuer subvenir aux besoins de leur famille, là, simplement, là, comme nous tous. On a tous ces envies-là, mais on mise là-dessus beaucoup aussi. Au lieu de dire, toi, qu'est-ce que tu veux, c'est aussi, quel serait l'impact que tu aimerais avoir dans ta communauté? Merci beaucoup, Sophie Mater, de partager ces outils. C'est très inspirant, les images du canot et du tipi. Je pense que ça va parler beaucoup aussi à Marco, qui a certainement aussi ces métaphores avec lesquelles il travaille auprès des jeunes. Donc, Marco Cloutier, Anishinaabe, qui travaille au Centre d'amitié à Val-d'Or comme conseiller en enrichissement des compétences depuis 2016. Alors, je te passe la parole, Marco. Bien, merci beaucoup, Koué. Bon matin. Good morning. Merci à tous ceux qui sont là pour nous regarder, nous écouter. C'est très important pour nous. Qu'est-ce qu'on fait au Centre d'amitié autochtone? Pour donner une chance aux plus jeunes à venir faire des cohortes avec nous en enrichissement des compétences ou en employabilité. Un peu comme Audrey a expliqué, il y a eu quand même un gros travail qui s'est fait au niveau national, pas national, provincial. Puis, le Centre d'amitié aussi a fait un gros travail
parce qu'on a quand même une bonne expérience, puis une longue expérience dans l'enrichissement des compétences. Fait que là, on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas du tout. Puis aussi, voir comment on peut changer les choses. Fait que, en tant qu'intervenant, on s'est posé des questions. On s'est dit, bon, mais c'est qui nos participants? Oui, il y en a qui arrivent avec un certain bagage, puis ça va bien, ils finissent l'école, puis ils ont besoin d'un petit coup de main, puis on est là pour eux autres. On va les accompagner. Mais il y a d'autres qui arrivent avec, qui viennent tu sais, ils n'ont pas de bagage. Souvent, on voit qu'ils sont sans diplôme, sont sans emploi, pratiquement aucune expérience d'emploi. Puis aussi, notre clientèle s'en vient de beaucoup, beaucoup plus jeune. Donc, on s'est posé la question, pourquoi que ces jeunes-là ne sont plus à l'école, sont pas en emploi, sont même peut-être effacés un peu de leur vie sociale? Bon, on connaît aussi qu'il y a quand même une histoire de pauvreté à Val-d'Or. Puis les Premières Nations peuvent y échapper. Il y en a qui en font beaucoup partie. Parce que quand quelqu'un arrive en ville, encore plus aujourd'hui, le coût des loyers est exorbitant. Quand on est sans emploi, sans diplôme, c'est extrêmement difficile de pouvoir se garder la tête hors de l'eau. Aussi, on s'est posé la question, bon, mais c'est pourquoi ils ont décroché? C'est-tu une histoire de racisme? Parce qu'il y a une longue histoire au Québec entre les Autochtones et les Québécois, puis ça ne favorise pas vraiment les Autochtones. Est-ce qu'ils sont victimes aussi à l'école de microagressions, d'intimidation aussi? Il y a une grosse pression de la société. Parce que depuis ça ne fait pas longtemps, le gouvernement a dit, bon, mais on a besoin de vous pour le marché du travail. Fait que hier, on n'était personne, puis aujourd'hui, mais tu vas devenir, tu es le présent et tu es l'avenir. Il y a aussi la réalité qu'un monde ne nous appartient pas vraiment parce que on vient d'une classe qui est plus culturelle, puis encore aujourd'hui, on cherche à renforcer la culture parce qu'on est en train de la perdre. Puis, il y a le monde de l'emploi qui nous veut aussi. Fait que ces personnes-là, avec toutes les pressions qu'ils ont, sont chez eux, on ne les voit pas. Puis, on a pris comme exemple que vous avez un collègue de travail. Ça va plus ou moins bien au bureau, plus ou moins bien chez eux. Puis d'un coup, il disparaît, il est en maladie. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais il y a un plan qui va aller le chercher individuel, va aller le chercher chez eux. On va faire un topo de tout qu'est-ce qui va pas. Puis graduellement, après un certain temps, on le ramène à l'emploi. Puis ça va être tranquillement, puis ça va prendre un certain temps. Fait qu'on s'est dit, ben pourquoi pas regarder, est-ce que ce soit un employé, que ce soit un jeune, il y a quand même, tout le monde marche d'une façon quand même assez similaire. Fait qu'on avait des programmes qui étaient le plus long, si je ne me trompe pas, c'était de 6 mois. Fait qu'en 6 mois, on ne change pas une vie. On a eu certains résultats, mais comme Audrey et Stéphanie a parlé, qu'il y avait aussi d'autres résultats que ça ne marchait pas. Fait qu'on a tout brassé qu'est-ce qu'on avait. Puis l'enrichissement des compétences maintenant est sur 4 ou 5 étapes. Je vais vous parler un peu plus de la première étape qui est peut-être la plus importante. Parce que on leur dit, on va les chercher, on leur dit, bon, ben venez nous voir, ou on va même les voir, on va jaser entre des amis, le Messenger et Facebook et j'ai appris comment il fonctionne maintenant. C'est vraiment là une étape importante. Puis, au lieu d'être sur quelques mois, il peut être sur quelques semaines, jusqu'à 1 an, avant d'aller en étape 2. Fait que, on a tout changé l'approche aussi.
On a enlevé tout ce qui était chaise, bureau, cahier qui ressemblait à l'école parce que de toute façon, s'ils ne sont pas à l'école, ils ne viendront pas jusqu'à une place qui a des chaises, bureaux et des cahiers. Fait que, puis l'animation, les animateurs aussi, on a changé l'approche aussi, qu'on n'est pas comme des professeurs, on est vraiment, on se met à leur niveau. Parce qu'on prend comme exemple que tout le monde a sa propre histoire, puis on leur rend la parole. Je ne suis pas là pour te dire quoi faire, je ne suis pas là pour te dire je vais t'aider, je suis là pour t'écouter et pour t'accompagner. Donc, pour leur donner des conditions gagnantes, on s'est dit on va essayer de leur donner un revenu de base. On travaille aussi avec Emploi Québec là, pour jeunes forces et compétences, que nous autres on appelle Match McQueen. Aussi, on a vu qu'il y avait un transport. Avant, on ne ferait pas de transport là, en disant, ben là, regardez, vous n'êtes pas si loin, mais des fois, c'est dur de sortir de chez vous. Fait que juste avoir peut-être quelqu'un qui t'attend en avant ou qui cogne chez vous, ben, ça te donne le goût de venir. Ça te donne le petit pas. On va offrir des déjeuners. Ça part bien une journée parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de monde, des fois, ne déjeunait pas non plus. Fait que le but de la première phase, c'est vraiment te donner le goût de faire quelque chose. Sortir de chez vous. Parce que si on prend quelqu'un qui est en arrêt de travail, ne veut pas retourner devant un ordinateur, ne veut pas retourner devant un bureau, commencer à lire et écrire. Donc, viens faire quelque chose avec nous autres. On va s'amuser, on va t'écouter, on va te permettre de te découvrir dans ta sécurisation culturelle, puis en tant qu'humain aussi. Comment dealer avec tout ce qui se passe alentour de toi, là aussi, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais on peut en parler, puis peut-être un peu comment gérer certaines choses. On veut vraiment essayer que tu retrouves ta confiance, une confiance en soi pour que tu sois capable de faire confiance aux autres, puis parler de tes rêves, parce que souvent, ben, on n'en parle plus parce qu'on n'en a pas. Puis après ça, bon, ben, si tu as besoin d'avoir des rencontres, on a une grosse équipe au centre d'amitié d'intervenants. Oui, on peut faire nous, on fait de l'intervention de groupe, mais on va avoir quelqu'un pour t'accompagner. Fait qu'on te prend, on va à ta vitesse. Si ça te tente, tu viens avec nous autres, puis on travaille ensemble. Puis, une fois que que ça va mieux, il y a on passe en phase 2, que c'est un travail sur soi-même. Puis, en phase 3, mais là, on commence à se mettre en action en petite équipe. Fait que tranquillement, ça peut être un programme qui peut s'échelonner sur quelques mois à quelques années. Donc, c'est un peu ça. L'enrichissement des compétences, c'est sur plusieurs années maintenant au lieu de plusieurs mois ou plusieurs semaines. Merci beaucoup pour tous les panélistes. C'était vraiment riche, stimulant d'entendre parler d'abord de l'expérience du regroupement qui documente un travail qui fait depuis 10 ans, de l'articuler, de l'entendre parler de travaux de OFIC au niveau de l'étendue des partenariats qu'ils ont fait, de la documentation qui a été partagée, dont on parlait de Sophie Mater par rapport aux modèles, les métaphores qui sont utilisées. Et Marco, le travail que tu fais directement avec les jeunes au niveau de renforcer leur confiance en soi et de penser à rêver. Donc, le temps passe vite, donc on va devoir passer par la période de questions, mais on vous encourage.